fait, avec le temps, je me suis aperçu que c'était peut-être une vision un peu magique, un petit peu naïve des choses. Cette douleur dont tu parles, elle s'est métamorphosée, elle s'est apaisée, voilà, tu es une femme profondément dans la vie, mais tu es aussi une maman qui a perdu un enfant. Quelle que soit la durée, cette absence, elle est là, et l'absence de mon frère, elle est là aussi en permanence. Et en fait, c'est là où aussi je suis très heureux d'être ici, et c'est pour ça que j'ai accepté de venir, parce que le travail que vous faites, il est colossal, au-delà des questions un peu spirituelles, des questions même qui touchent au paranormal. Parler de ça. Parler de ce moment qu'on va tous traverser, que certains traversent de façon beaucoup plus inattendue et précoce qu'on l'imagine, mais on va tous le traverser. Et on vit dans une société où ça n'existe pas. Où la mort, à la limite, on dit pour débrouillez-vous avec votre psy. Donc le psy, sa solution, c'est de vous donner un médicament pour vous éteindre, ou parlez-en à votre curé, à votre imam, à votre lama, ou je ne sais quoi. Et on n'a rien, en fait, on n'a rien. Et moi, cette espèce de vide, de béance, c'est ce qui m'a frappé, moi, la réalité, au questionnement qui est de l'ordre de, ok, j'ai une question, j'enquête, je vais voir des gens qui ont réfléchi dessus, je vais essayer d'objectiver une forme de relation à ce sujet-là. Donc, sur la mort, sur la vie après la mort, sur la dimension spirituelle de l'existence, il y a peut-être quelque chose de cet ordre qui peut être objectivable. Donc, voilà, je vais voir des médecins, je leur dis, bon, c'est quoi la mort ? Je m'aperçois que personne ne sait me donner une réponse vraiment bien décisive, et je découvre en fait que la mort, c'est une décision légale, qu'il n'y a pas un état physiologique qui est l'état de la mort. Il y a des parties de votre corps qui continuent à vivre quand d'autres ne vivent plus, ce qui permet notamment la transplantation. Donc déjà, je m'aperçois qu'il y a un énorme flou sur quelque chose qui me semblait une évidence absolue. Ça veut les pompiers s'occuper de mon corps. Je me dis, si on avait ranimé mon frère, est-ce qu'il aurait raconté ça, ou est-ce que ce truc-là, c'est juste une espèce de délire que le cerveau provoque dans un moment d'urgence absolue. Et pareil, je vais voir des gens qui pour moi sont des références, donc des médecins, a priori quelqu'un, ou des neurologues, en tout cas des gens qui savent ce que c'est qu'un cerveau et ce que le cerveau produit dans ces états-là. Et là encore, à ma grande surprise, je découvre qu'il n'y a pas de consensus, il y a une espèce de certitude qui nous imprègne tous dans notre société, qui dit, oui, le cerveau fabrique notre conscience, donc quand on est soit en état de coma, soit en état de mort cérébrale, il n'y a plus rien. Donc si des gens voient un tunnel ou une lumière, c'est que forcément ça s'est passé avant, ou alors il y a un truc électrochimique qu'on ne connaît pas encore. Voilà, bon, ça doit être ça. Et en fait, moi je ne me contente pas de ça doit être ça. Je me dis, ok, c'est peut-être ça, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est ça ? Est-ce qu'on est vraiment sûr que ce tunnel, cette lumière, c'est dû à l'accroissement de telle endorphine ou à l'absence d'oxygénation du cerveau ? Honnêtement, non, on ne sait pas trop, mais ça doit être forcément ça. Et en fait, je commence à m'apercevoir que cette espèce de certitude qui nous imprègne tous, elle n'est pas basée sur une démonstration scientifique, elle est basée sur un présupposé matérialiste, qui est celui dans lequel nous avons tous été éduqués. Le cerveau fabrique la conscience, point, ça s'arrête là. Il y a trop d'anomalies, et notamment les expériences de mort imminente, où des gens dans un état de mort cérébrale, donc le cerveau n'est plus oxygéné, n'est plus en état de fonctionnement, décrivent des expériences d'une grande netteté, d'une grande puissance, d'une grande clarté. Et en enquêtant, je ne vais pas entrer dans le détail là maintenant, mais en enquêtant vraiment à fond là-dedans, je m'aperçois que ces expériences ne peuvent pas être balayées d'un revers de la main en disant finalement ça doit être le cerveau qui provoque ça, on s'en apercevra. Non. Aujourd'hui, on sait avec certitude que ça ne peut pas être le cerveau qui provoque ça. Il y a un modèle à trouver, il y a quelque chose à trouver, c'est peut-être pas la preuve définitive qu'il y a une vie après la mort, mais le modèle dans lequel on vit, il est impossible pour expliquer ces expériences-là. Donc ça, moi je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, quand je découvre ça, quand je découvre que cette question et ces questions, elles sont posées par une grande communauté de scientifiques, pour moi c'est un terrain extrêmement rationnel d'enquête et de travail. Moi j'ai pas voulu abandonner la rationalité, j'ai pas voulu enquêter sur ces sujets-là pour me faire du bien, parce que mon frère était mort et oh là là c'est dur de traverser ça. Non, j'avais envie de bosser en tant que journaliste, et c'est en découvrant que c'était possible que j'ai continué à l'être. Et au contraire, je crois je dois à mon frère, à mon père, et on doit peut-être à ceux qui nous ont abandonnés, pardon, mais qu'est-ce que je dis, qui se sont rendus invisibles à nos yeux, momentanément, on leur doit d'être exigeants. Et nous, 2 fois, des journalistes m'ont dit, oui, mais vous avez perdu votre frère, donc ça vous rend peut-être moins objectif. Je dis, vous rigolez, c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse, ça me rend extrêmement plus exigeant. Il est hors de question que tout d'un coup je m'engage dans une voie parce que tout d'un coup je trouve ça sympa et ça me ferait du bien. Non, j'ai vraiment une exigence forte, et plus